Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Sur ces plateaux, je reçois un grand baoba, les plus grands de l'Afrique, le grand penseur, celui qui a été avec Cheikh Anta Diop en 1974 en Égypte pour affronter les africanistes européens et occidentaux pour parler de l'Afrique. Il s'agit de Théophile Obenga. Il a traversé les fleuves, il est venu à Kinshasa pour assister à une manifestation le concernant. Donc on a fait un mélange pour lui rendre hommage. Et ce mélange a été organisé, soutenu par le professeur Isidore Ndayowel, ESIEM, et Abraham Dingambo. Ndayowel est de Kinshasa, Dingambo est de Brazzaville. Ils sont tous historiens. Donc avec le professeur Théophile Obenga, qui est chez lui au Congo, à Kinshasa, quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres. Et je vous recommande un peu de lire ses ouvrages pour comprendre l'essence de l'histoire africaine. Je n'aime pas beaucoup entrer en profondeur parce que l'homme est plus que ça. Professeur, bonsoir. Bonsoir, oui, Freddy. Prof, qu'est-ce que vous amène encore à Kinshasa? Je pense que pendant cette période, le président Tshisekedi a pris l'Union africaine. Ça, quand même, c'est un symbole. Oui, bien sûr, c'est un grand symbole qui nous réjouit puisque c'est tout à fait à côté. C'est dans la sous-région qui dirige l'Union africaine. C'est un grand honneur pour le RDC, c'est aussi pour tous les voisins, c'est tout normal. Mais ce qui m'amène aujourd'hui à Kinshasa, c'est que des amis, sous l'autorité du professeur Ndayowel et du professeur Ndingambo, ont voulu me rendre hommage, non seulement les intellectuels de la RDC, mais des intellectuels surtout du Gabon et du Cameroun et d'autres pays africains aussi. Ils se sont rassemblés et de leur propre volonté ont voulu me rendre hommage en écrivant cet ouvrage dont on aura officiellement la cérémonie demain. Donc je les remercie déjà d'avance et c'est ça la motivation qui m'amène ces 2-3 jours à Kinshasa. Prof, ce n'est pas la première fois que vous arrivez ici. Je pense que vous avez donné cours à Lubumbashi avec le professeur Ndayowel, le Moudimbe et les autres, l'Engal. Il y a une histoire qui est mal connue. En 1972, le professeur Cheikh Anta Diop a été avec vous, reçu à Lubumbashi. Dernièrement, quand on a essayé un peu de parler Cheikh Anta Diop, il y a quelqu'un qui m'a appelé du Katanga pour me dire qu'il était présent. Mais nous, on ne savait pas ce qui s'est passé. Vous qui étiez sur place, qu'est-ce qui s'est passé réellement avec la présence du professeur Cheikh Anta Diop à l'université de Lubumbashi? Oui, à cette époque, je n'enseignais pas encore à Lubumbashi. C'était en 1972. La RDC, enfin le Zaïre à l'époque, était membre du comité scientifique pour la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique. Et Monseigneur Tshibangou représentait le pays dans cet organisme onusien de l'UNESCO. Donc il y avait une réunion des experts internationaux à Lubumbashi. Et à cette occasion, bon, ils ont travaillé, les experts, on a tous travaillé. Et le professeur Cheikh Anta Diop devait faire une conférence publique, surtout à l'endroit des étudiants, et ce qui a eu lieu. Et comme j'étais constamment avec Cheikh Anta Diop, j'étais un peu inquiet parce que je ne le voyais pas préparer la conférence. Mais je lui ai dit que tu es très attendu, il faut bien préparer la conférence, etc., etc. Il a dit qu'il était prêt. Mais je ne le voyais jamais écrire. Ou bien, et puis comme je l'ennuie un peu, il a pris une carte de visite, il a écrit ce qu'il allait faire. 1, 2, 3, 4. Voilà ce que je vais faire. Tu es satisfait? J'ai dit c'est tout. Il dit oui, ça suffit. Bon, après, bon, on est parti à la séance. Monseigneur Tshibangou a présenté tout le comité scientifique de l'époque. Ils ont rendu compte de leurs travaux et puis la place était devenue de Cheikh Anta Diop pour faire la conférence publique sur l'histoire ancienne de l'Afrique. Et c'était ça le thème. Donc la Nubie, l'Égypte antique, etc. Les relations avec le reste des civilisations africaines. Mais il a fait sans papier pendant 4 heures
un discours, je dis même si tu écrivais, ça ne serait pas aussi beau. Même si tu prends la plume pour écrire ton livre, ça ne serait pas aussi beau. Une logique, un vocabulaire choisi, une éloquence. Mais moi, j'étais à côté du professeur Jean-Luc Vellut, qui a enseigné là-bas, qui était jeune. Le Belge, quoi. Belge, qui était... Il m'a dit à la fin, il dit, même si on n'est pas d'accord avec Cheikh Anta Diop, mais il faut quand même le faire, quoi. C'est-à-dire, c'était héroïque. Il faut quand même le faire. Donc, c'était extrêmement éblouissant. Bon, les jeunes gens, les étudiants qui étaient là, c'est devenu des hauts cadres. Vous pouvez leur demander, c'était éblouissant. C'était tellement éblouissant qu'à la fin de la conférence, on sortait, mais les étudiants du campus ont débordé la police universitaire. Ils ont soulevé Cheikh Anta Diop, qui était un colosse. Ils l'ont soulevé, ils l'ont porté en triomphe à travers le campus. J'ai publié cette photo d'ailleurs dans le livre Cheikh Anta Diop, Volner le Sphinx. J'ai publié cette belle photo-là. Et Cheikh Anta Diop est colosse, ils l'ont soulevé comme un enfant. C'est qu'ils étaient donc nombreux. Tout le campus était là, ils ont fait le tour du campus. On ne pouvait pas les arrêter, la police était débordée, c'était émouvant, c'était vraiment extraordinaire. C'est pour dire que le discours de Cheikh Anta Diop, même si tu n'aimais pas les idées, même si tu étais contre l'or, même si l'oratoire, l'art oratoire, l'éloquence et la beauté du discours, non, tu ne peux être qu'admiratif. Et c'est là que moi j'avais lu Cheikh Anta Diop, mais je n'avais jamais assisté à ces conférences publiques. C'est là que ça m'a fait connaître une autre dimension aussi de Cheikh Anta Diop. C'était son éloquence naturelle, mais avec une sublimité vraiment presque pas, il n'y a pas de comparaison, quoi. Et c'est ça Cheikh Anta Diop. Mais prof, beaucoup d'historiens occidentaux, européens contestent Cheikh Anta Diop en tant qu'historien. Pourquoi? Oui, contestent, ça dit que ils contestent quoi? Il y a d'abord les Occidentaux, hein, que ce soit les Portugais, les Espagnols, les Français, les Belges, les Allemands, eux qui ont eu des colonies. Ils n'ont jamais écrit un livre sur l'Afrique. Est-ce que ici nous étions colonie belge? Est-ce que les Belges ont un livre d'ensemble sur le Congo de Léopold II ou sur le Zaïre ou sur il n'y a pas un livre d'ensemble. Ils écrivent sur les tribus pour émietter nos consciences. Ils écrivent sur des petites régions comme ça là. Il n'y a jamais une vue d'ensemble sur un grand pays africain. Deuxièmement, il n'y a jamais un livre d'ensemble sur le continent, par exemple, africain. Ils en ont sur le continent européen. Ils en ont dans leur pays. Ils écrivent, par exemple, non pas seulement la Bretagne a une histoire. La France aussi a une histoire. L'Europe aussi a une histoire. Ils écrivent comme ça, là. Mais nous, on ne fait que, par exemple, que la Bretagne ait encore 2 ans, il y a des divisions encore, nord, sud, le Finistère, ceci. Donc, ils font des histoires tribales, tribalistes. Et c'est ça qui a étoffé nos consciences réellement. On habite un seul pays, mais on a des consciences ethniques, des consciences tribales. On n'a pas la conscience nationale parce qu'on n'enseigne même pas ça à l'école. À l'école, on n'enseigne pas l'histoire, par exemple, de tout le monde, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, on n'enseigne pas ça. Voilà. Et puis, Cheikh Anta Diop est arrivé, il a dit que non, chaque tribu a son histoire, bien sûr, mais l'ensemble, la nation a son histoire, bien sûr, et chaque État a son histoire, bien entendu. Et l'Afrique aussi a son histoire globale, l'histoire générale de l'Afrique, ça va de soi. Voilà pourquoi, déjà, cette approche-là fait qu'on est contre Cheikh Anta Diop. Même pas les savoirs, même pas les contenus, simplement l'orientation. Voilà pourquoi ils veulent tout le temps qu'on reste émietté dans les tribus, dans les bagarres, dans les querelles tribales, dans la conscience tribale et qu'on n'avance pas. Voilà la différence. Donc, c'est pas une différence de technicité, de scientificité. C'est une différence, une critique simplement d'approche. Bon, maintenant, le contenu. Bon, Cheikh Anta Diop a fait l'histoire. L'histoire est vérifiable, est documentée. Il faut que j'ai des documents. Il faut que j'ai des documents authentiques, vérifiables, et j'exploite ces documents avec la méthode historique. Et on écrit ensuite l'histoire. Donc chacun a les mêmes documents, chacun a la même information, mais l'interprétation peut varier selon les tempéraments, selon la culture, et puis l'objet qu'on cherche. Bon, maintenant, la documentation existe. L'Égypte antique a une documentation qui existe, accessible à tout savant, à tout connaisseur.
l'histoire de Baloubé existe, l'histoire de Bakoubé existe. Même les Vantino étudiaient ça. Ils sont pas, les Tordais ont étudié ça, ce n'est pas des Africains. Donc l'histoire existe. Alors, qu'on questionne donc cette histoire et qu'on voit ce qu'il en est. Cheikh Anta Diop a questionné les archives de l'histoire africaine. Il a trouvé que l'Égypte antique, la civilisation des pharaons qui ont bâti la pyramide, fait des momies et construit ce que nous voyons, qui ont fait les hiéroglyphes, ça a été fait par des Noirs africains, des Noirs comme nous, des Noirs, qui vivaient sur la vallée du Nil, la basse vallée du Nil, au nord du Soudan actuel, qu'on appelait à l'époque la Nubie ou l'Éthiopie. Voilà, c'est fait. Mais est-ce qu'il est le seul à le dire? Hein? Non. Bon, les Égyptiens ont vécu tout seuls. Non, ils ont vécu, les Blancs étaient là-bas. Hérodote était un blanc grec. Il était en Égypte. Il a vu les Égyptiens et tant d'autres. Donc, ce n'était pas fermé. Hérodote, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que j'ai été en Égypte, j'ai voyagé, j'ai été dans les marchés, j'ai été dans leurs temples, j'ai vu de mes yeux. Mais c'est des gens qui sont noirs. Non seulement noirs, ils ont la peau noire. Si tu es sur le continent africain, tu as le peau noire et les cheveux crépus. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut encore pour être noir? Ça ne suffit pas, non? Tu as les cheveux crépus qu'ils appellent olitrikès en grec, les cheveux tournant en tire-bouchon. Parce que si tu prends mon cheveu, tu mets sur la table, le cheveu est contourné. Si tu prends le cheveu d'un blanc, tu le mets sur la table, il est tout droit. Il n'est pas tourné comme un tire-bouchon. C'est ce qu'on appelle olitrikès en grec. Donc ils ont les cheveux contournés, crépus. Bon, ensuite, ils ont la peau noire. C'est-à-dire mélas croès. Croès, c'est la peau. Et mélas veut dire noir. Le mot le plus fort en grec pour dire noir, c'est mélas. Donc, ils ont la peau très noire, noircie, ils sont noirs. Alors, quand tu es en Afrique, tu as la peau noire, tu as les cheveux crépus. Bon, même les nez épatés, les lèvres lipues. Qu'est-ce qu'il faut encore d'autre? Ça ne suffit pas pour devenir anthropologie. Ça suffit. Bon, non content, non seulement, ils n'ont pas contesté Hérodote, personne ne conteste. C'est un témoin oculaire. Donc on peut dire qu'ils ne voulaient pas qu'on dise que les pyramides telles qu'elles sont là, ce n'est pas construit par les Mais Noirs. Oui, parce que ça se comprend aussi. Si tu colonises quelqu'un, si tu en fais un esclave, bon, il ne faut pas le reconnaître comme un être humain. Donc l'esclavage, l'esclave, pendant la traite négrière qui a duré 5000 ans, la traite négrière. Donc, il n'y avait pas de droits, les fameux droits humains, il n'y en avait pas. On pouvait te pendre sans jugement. Tu as volé un petit fromage, le maître te pendait après avoir été au temple. Hein, il te pendait. Il n'y avait pas de jugement. Il y avait pas, tu étais poursuivi par des chiens. C'était tout. Donc, l'esclave n'avait aucun droit. Et le noir n'avait aucun droit. Donc, on ne peut pas lui dire quand même c'est lui qui a qui a fait la civilisation, qui a bâti les pyramides. C'est un non-sens. Il faut barrer cette affaire-là. Il n'est rien du tout. Il nous doit tout. C'est un sauvage. Il est primitif, sa mentalité. Il est sauvage, il n'est pas évolué. Il est ceci, cela. Et il est convaincu lui-même. Donc, il prend Mondela Nzambe. Il prend le blanc comme un dieu. Parce qu'il a été... Il faut le détruire psychologiquement, mentalement, pour en faire cet esclavage. Il est mort. Bon, on vient demander, pendant la colonisation, ici en RDC, on dit, bon, est-ce que ce chef-là a payé l'impôt? Ce monsieur qui est mort a payé l'impôt? Non, il n'a pas payé les impôts. On contrôle. Bon, il est mort, c'est fini, on va l'enterrer, mais le pouvoir colonial, lui coupe quand même le bras ou le pied, parce qu'il n'a pas payé les impôts. Il est mort, on lui coupe quand même le bras. Il y a des photos. Ce n'est pas nous qui avons fait ces photos-là. Donc, voyez-vous, là où la barbarie, on a poussé la barbarie. Mais il ne faut pas dire ça. Le barbare, c'est le nègre, c'est le noir. Les autres Européens, ils ne sont pas barbares. Même quand ils vous mettent sous les cales, quand ils vous coupent les bras après ne pas avoir payé l'impôt, quand ils vous font... Ça, non, ils ne sont pas... ça, c'est la civilisation. Mais toi qui n'as coupé les bras à personne, qui respecte la civilisation, l'humanité, la vie, c'est toi le barbare. Ils ont renversé les valeurs pour coloniser. Bon, mais ça, c'est le temps, c'est l'histoire est passée. Ça, on ne pleure pas sur ça. Et c'est la vie qui compte. On vit encore, on est vivant, on a des pays, on a des pouvoirs politiques organisés, on a des États indépendants, souveraineté internationale. À nous d'organiser maintenant notre vie. Prof, on va arriver, parce qu'il y a des gens qui contestent, ils disent, mais ce sont des Noirs qui ont construit des pyramides en Égypte. Oui. Mais comment expliquer qu'on vient chez les Noirs africains, donc l'Afrique noire là, au sud du Sahara, les gens sont encore dans des cases.
Est-ce que ce sont ces Noirs-là qui avaient construit les pyramides? Les gens ont des doutes. Oui. Comment quelqu'un qui a construit les pyramides, mais après plusieurs années, il est dans des cases, dans des huttes. Oui, ça signifie quoi? Il faut savoir que les pyramides, personne n'habitait dedans. C'était le tombeau. On enterre le pharaon et on élève la pyramide qui est son escalier pour aller au ciel. C'est une échelle. Donc les pyramides n'étaient pas partout. C'était une exception même. Deuxièmement, les Égyptiens eux-mêmes, au cours du temps, ils n'arrivaient plus à faire des pyramides. Ils avaient perdu la science des pyramides. C'est dans leur texte, c'est écrit noir sur blanc. Si vous lisez les hiéroglyphes, c'est dit que, mais comment ils ont fait les ancêtres? Comment ils ont pu bâtir les pyramides? Maintenant, ils faisaient quoi? Ils partaient sur une colline qui était élevée, et sous la colline, ils faisaient maintenant les tombeaux. Et la colline naturelle représentait la pyramide. Ils étaient incapables de faire la pyramide, ils se plaignaient eux-mêmes. Ils disent, mais comment on n'arrive plus à faire les pyramides? Ce sont nos ancêtres directs qui ont fait les pyramides, on n'arrivait plus. Au Moyen Empire, à la fin du Moyen Empire, personne n'a fait les pyramides. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est une technique qu'on ne comprend pas aussi. Même l'ordinateur aujourd'hui ne comprend pas. Parce que les pyramides, c'est les pierres sur les pierres, c'est une montagne, il n'y a pas de ciment. Aujourd'hui, quand je mets une brique, je mets le ciment, je mets une autre brique, je mets une autre brique. Là-bas, c'est les briques qui sont posées les unes sur les autres sans ciment. Et c'est bien taillé. C'est la taille de la pierre, bien taillée. Il faut la mesure, il faut le poids de la pierre. Il faut superposer, savoir, il faut que ce soit strict. C'est une grande mathématique extraordinaire. Aujourd'hui, on a fait avec les ordinateurs modernes, on n'arrive pas à comprendre. Il y a beaucoup de théories sur les pyramides, les francs-maçons en font, les réseaux, tout le monde en fait, l'ésotérisme, etc. Mais personne n'arrive à comprendre comment on a fait les pyramides. Parce qu'il y a des gens qui disent que si l'Égypte a décliné, c'est parce que la science était restée au niveau des initiés. Donc c'était pour un clan, quand c'est tombé, c'était fini. Et la science était abandonnée. Non, c'est pas pour... Il y avait à l'Égypte antique, même Platon le témoigne dans le témoigne dans le Timée. Et tous les enfants, garçons et filles, partaient à l'école du village. Ce qu'on peut appeler l'école élémentaire ou primaire. Ils partaient faire ça, apprendre, etc. Deuxièmement, s'ils étaient un peu éveillés, ils partaient à l'école des villes. L'école urbaine, un peu le lycée, un peu le collège. C'était déjà dans les villes. Comme Héliopolis, Nocratis, Memphis, Thèbes, etc. Il y avait des écoles urbaines. Mais les plus calés faisaient encore des instituts qu'ils appellent Péranque, la maison du savoir, l'académie. Là, on faisait sérieusement l'armée, la médecine, la navigation, et la stratégie et l'agriculture. C'était des grands savants. Et puis, on faisait aussi au palais même. Au palais, le pharaon avait des écoles très développées. Si vous lisez les Actes des Apôtres, qui est un livre biblique, la Bible ne ment pas, non? Donc, les Actes des Apôtres, je dis un peu par cœur, je me trompe, mais je ne suis pas loin de me tromper. Au chapitre 7, au verset 22-23 des Actes des Apôtres, vous lisez. Vous dites que Moïse, le libérateur du peuple égyptien, non, du peuple juif, Moïse en Égypte, Moïse a été instruit, été éduqué, instruit dans la science des Égyptiens, d'où sa puissance en œuvre et en parole. Donc Moïse, qui a libéré le peuple égyptien, qui était soi-disant dans les travaux, et que le Sinaï sont partis là-bas, etc. Mais ce Moïse-là, il a reçu l'éducation où la Bible le dit, les Actes des Apôtres le disent, qu'il a été éduqué dans la cour de Pharaon, dans la sagesse, dans la philosophie, dans la science de Pharaon, lui. Donc il a été éduqué, vous voyez bien, et il était puissant, il a appris beaucoup de choses, etc. Il a été éduqué à la cour de Pharaon. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la Bible qui le dit. Oh, la Bible apparemment ne ment pas. Voilà les faits. On n'a jamais expliqué que Moïse a été éduqué par les Noirs. Qui a dit ça? Mais c'est écrit dans la Bible. Si l'Égypte est noire, Moïse a été éduqué par les Noirs, on lui a donné le sang, on l'a inculqué. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Voyez-vous, l'histoire, on cache trop parce qu'on ne peut pas... Mais les Noirs ont fait comme... Si l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais pendant des millions d'années, l'homme a évolué. Ici, etc. D'ailleurs, bon... La circonstance est un peu regrettable. On parle du décès du président Idriss Déby. Mais le Tchad
à l'homme de Toumaï, qui a à peu près 7 millions d'années, qu'on a trouvé au nord du Tchad, etc. Donc, voyez-vous qu'il y a des choses qu'on cache. Le savoir était... Mais le savoir est aussi... Il y a des maîtres du savoir. Il y a des maîtres du savoir. Même en Grèce, Platon a créé l'académie, ou Aristote le lycée. Mais ce n'est pas tout le monde qui est parti aussi. Ce n'est pas tout le monde qui est Platon, qui a fait la philosophie en Grèce. Ce n'est pas tout le monde qui est Aristote en Grèce. Il y a quelques-uns qui étaient à l'école. En Égypte aussi. Même en Europe. Tout le monde n'est pas Jean-Paul Sartre en France. Tout le monde n'est pas Michel Foucault. Tout le monde n'est pas Merleau-Ponty. C'est ça, même ceux qui étaient à l'évêque, lui, à l'école, la rue d'Ulm, à l'école normale. C'est pas tout le peuple qui est savant, qui est Einstein, qui est Isaac Newton, qui est Kant ou Hegel, c'est pas tout le peuple. Prof, revenons maintenant. Donc les savoirs ont des maîtres des savoirs, ils font la foudre, on ne peut pas donner ça à tout le monde. Exactement. Ils sont caïmans, on ne peut pas donner cette science à tout le monde. Ils font le Mwanza, on ne peut pas donner ça à tout le monde. Aussi. Prof, mais on contestait Cheikh Anta Diop. Nous voulons savoir ce qui s'est passé au colloque en Égypte, au Caire, quand vous et Cheikh Anta Diop, vous avez affronté les africanistes et égyptologues occidentaux. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Oui, cette affaire de contester, il faut aussi le faire rapidement. Oui. Mais comme quand vous me contestez, ou quand je vous conteste, il faut dire au Benga, je te conteste sur tel point, tel point, tel point, tel point. Comme ça, je réponds aussi. Mais quand on dit les Européens ont contesté, ils contestent sur quoi? D'abord, pour contester, il faut être aussi savant soi-même. Moi, je ne peux pas contester un physicien si je ne suis pas un physicien. Je ne peux pas contester un mathématicien si je ne connais rien en mathématiques. Je ne peux pas contester un biologiste si je ne connais rien en biologie. Je ne peux pas contester un général d'armée s'il ne connaît même pas le maniement des armes. Ils contestent quoi? Ceux qui contestent, ils ne sont pas égyptologues. Donc, ils ne connaissent absolument rien du tout en égyptologie. Ceux qui contestent ne sont pas linguistes comparés, ils ne savent rien de la linguistique comparée. Ils ne savent rien d'aucune langue africaine, ils ne parlent. Aucune langue africaine. Ils contestent, ils n'ont jamais été même en Afrique, ils ne connaissent pas la culture africaine. Ils contestent par racisme, c'est tout. C'est un gros paquet de racistes qui sont contre l'Afrique. Bon, parlons un peu bien. Cheikh Anta Diop écrit en 1954. En 1974, il y a eu le colloque. Donc 20 ans après, on voulait le débat, non? Bon, le débat a eu lieu. Il y a eu l'un des meilleurs égyptologues de la Suède, le professeur Soderberg, il était là. C'est l'un des meilleurs. Il y a eu des professeurs allemands qui dirigeaient l'Institut allemand du Caire. Il était présent. Il y a eu les Autrichiens, Kakosi, c'est un grand savant. Il y a eu Calgary, les gars du Canada, le lycée de Calgary du Canada, il était là. Il y a eu les gens de Princeton, c'est l'une des meilleures universités au monde, aux États-Unis. Une dame, Madame Jacquet Cordan, elle était là. Bon, il y a eu la crème de l'égyptologie française. On ne peut pas faire mieux que le clan. Il est membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne, professeur au Collège de France et membre de l'Institut. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux. C'est le sommet des sommets. On ne peut pas faire mieux qu'un professeur au Collège de France. Le clan était là-bas. Bon. Il y a eu Sonoron. Sonoron, il a reçu toutes les médailles. Il est l'égyptologue français, mais de loin le meilleur, de loin dans le monde, de loin, de loin, de loin. Il a publié tout le temple d'Edfou, c'est lui qui a fait ça. Et tu as celui qui a fait la papyrologie à Lille, c'est le professeur Vercouter. Mais qui peut concurrencer au point de vue papyrologie avec Vercouter? Il n'y a personne. Ils étaient présents. Ils étaient présents au Caire. Donc il y a eu des Italiens, il y a eu les Égyptiens eux-mêmes qui venaient d'Alexandrie, du Caire. Le doyen d'Alexandrie était là. Il y a eu les gars du Soudan, le lycée du Soudan de Khartoum. Le professeur Abdallah était là. Il y avait Cheikh Anta Diop, venait du Sénégal. Moi, j'ai accompagné Cheikh Anta Diop. Donc, c'était la crème. Ce n'était pas des débutants. C'est des gens qui connaissaient le mérotique, comme le clan, qui connaissaient l'épigraphie, qui connaissaient la grammaire, qui connaissaient la linguistique, qui connaissaient l'archéologie égyptienne, qui n'ont fait que ça, qui connaissaient tous les textes de l'Égypte antique. Tous sans exception. Donc, c'est quand même pas des enfants. Ils étaient là. On a dit, bon, cette Égypte antique, géographiquement, ça appartient à quel continent? Ce n'est pas l'Asie ou la Méditerranée ou des choses comme ça. Ça appartient, c'est la vallée du Nil. Le même Nil qui commande chez toi dans les collines des Grands Lacs là-bas. Le même Nil qui va jusqu'à la Méditerranée. C'est un fleuve africain.
Et c'était la basse vallée du Nil. Donc ils ont bâti là-bas, ces noirs-là. Comme il y a la haute vallée du Nil aussi. C'est un fleuve africain dont la température, les fluctuations, le flux dépend aussi des pluies qui tombent en Ouganda ou au Rwanda ou dans les 1000 collines. Voilà. Donc c'est un continent, comment dire, géographiquement, c'est l'Afrique de l'Est, l'Afrique orientale. C'est sur l'Afrique orientale, sur le continent africain, le continent noir africain. Ce n'est pas ailleurs. L'Égypte antique est sur le continent africain. Ce n'est pas les trucs de Méditerranée ou de l'Asie ou l'Orient. Quel Orient? L'Orient n'a pas de géographie. Quel est le continent de l'Orient? Quel est l'Orient? Ou bien en Asie, ou en Européen, ou en Africain? Quel Orient là? Voilà. On a trompé les gens comme ça. La Méditerranée. Mais quelle Méditerranée? C'est qui est là, la Méditerranée? C'est le commerce, c'est un fleuve. Ce n'est pas une géographie, le pays, etc. Donc c'est le continent africain. Parlons des continents. Parce que les pays appartiennent à des continents. Bon, maintenant, ces hommes-là étaient des noirs, des métis, des blancs, des mulâtres ou des quoi. Bon, moi je te donne un fait simplement. L'université de Liverpool et l'université de Manchester, ils ont prélevé la peau des momies indépendamment pour étudier le taux de la mélanine en Angleterre, Liverpool et Manchester. On a étudié ça indépendamment. Et on a publié ce rapport, il est caché secret. Moi, je l'ai trouvé dans une bibliothèque américaine à Berkeley. Alors, que dit ce rapport-là? Le rapport dit qu'on a trouvé des échantillons, des momies pharaoniques aussi, des rois aussi, et des momies ordinaires aussi. Bon, on a fait les tests de mélanine. Conclusion en anglais. Ils n'ont pas dit dark. It's dark, it's black. The skin is very black. C'est-à-dire c'était des noirs, même pas bruns, même pas chocolat, même pas jaune ou jaunâtre. C'était des blacks, des noirs. Le rapport de Liverpool confirme le rapport de Manchester, indépendamment. Ils ont le même résultat, avec les mêmes échantillons. Mais ils ont travaillé indépendamment. C'est eux qui ont fait ça. Ça, c'est qu'un noir n'a fait ça. Le Cheikh aussi a fait ça à Dakar. Il a invité le professeur Moni à voir. Le professeur Moni qui contestait a vu. Et quelle était sa réponse? Il s'est tué après. C'est comme ça qu'ils sont honnêtes. C'est-à-dire, je vois la vérité, mais je me tais. C'est un signe d'honnêteté. Allons-y. Et au Caire, comment ça s'est passé réellement? Bon, au Caire, point par point, la peau noire. Cheikh, quand il dit j'ai des échantillons, allez au musée, allez à l'université du Caire, on va voir. Il y a des biologistes là-bas. On va voir. Ils ont refusé. Et M. Cheikh a dit, bon, il a fait sa démonstration. On est passé sur le plan de linguistique. La langue égyptienne appartient à quel groupe de langues? Ils ont dit caméto-sémitique. J'ai démontré que c'était faux. Ils n'ont pas discuté. J'ai prouvé que c'était africain avec les langues africaines. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Sonoro m'a dit après, il dit, lui qui est grammairien, il m'a dit, il faut continuer dans ce sens-là, après le débat. Il m'a dit, quand on attendait l'avion pour partir au Soudan, il a dit, il faut continuer dans ce sens-là. Ce n'est certainement pas une langue sémitique. Il m'a dit ça clairement. Tu vois? Et j'avais fait ça, il y a eu le débat, ils avaient dit quoi? Il y a eu le débat sur la culture africaine, il y a eu le débat sur les points par point, mais tous les points ont confirmé les têtes de Cheikh Anta Diop. Et le rapport n'est pas écrit par Cheikh Anta Diop ou par un négro africain, c'est écrit par un Français, M. Jean Devis, qui est historien à la Sorbonne. C'est écrit. Il a dit quoi? Les débats étaient déséquilibrés. Les autres n'arrivaient pas à suivre quand c'était chaud. Ils n'arrivaient pas. Même moi, je somnolais parfois. Oui, c'était compliqué, difficile, je somnolais. Mais Cheikh n'a jamais même bougé. Il n'a jamais somnolé. Il a débattu presque tout seul tous les points de A à Z avec vigueur, avec clarté, avec politesse, avec aisance extraordinaire. C'est bien que tout le monde, finalement, les assistants étaient admiratifs de Cheikh Anta Diop. Comment il peut parler avec autant d'aisance sur des plans aussi compliqués et avec un calme extraordinaire. C'est-à-dire, tenez la vérité. Moi-même, parfois, je somnolais, c'était tellement tendu. Donc, on peut dire que le rapport est là. Avec ce qui s'est passé au Caire en 1974, donc le débat est clos. L'Égypte ancienne est noire et africaine. Mais c'est votre héritage. Il faut maintenant, je ne veux pas s'en contenter. Nous, c'est un héritage de l'humain. Parce que ça appartient aux Africains, ça appartient aussi à l'humanité. Tout le monde, comme l'humanité grecque, Rome, etc., les anciennes civilisations, ça fait partie d'un héritage, c'est un héritage négro-africain qui appartient à l'humanité. Nous ne sommes pas vase clos.
Ça appartient au monde. Il faut apprendre cette langue-là. C'est une très belle langue. L'écriture est très belle, c'est les hiéroglyphes. Et c'est une grande civilisation, comme ils ont fait la pyramide, comme ils ont vécu. Ils ont enseigné la morale, ils ont enseigné l'éthique, ils ont une très haute spiritualité, très haute spiritualité. Ils ont éduqué les Moïse, là, dont vous parlez, etc. Parce qu'ils sont sortis de l'Égypte avec ce patrimoine-là, jusqu'à aller à le Sinaï. On leur a appris comment on fait. Mais les Égyptiens séparaient les eaux du Nil. On a montré à Moïse comment séparer les eaux. Il y a des faits égyptiens, des textes égyptiens qui le disent au moins 2000 avant la naissance de Moïse. 2000 avant la naissance de Moïse. C'est un texte qui dit qu'on a séparé les eaux en deux. C'est une technique des pharaons. Oui. Très connue. Prof, tout ça c'est bon. Oui. En se connectant à l'histoire égyptienne, aujourd'hui, ça va amener quoi? Mais ça amène ma conscience historique. J'ai été colonisé, je le sais. J'ai été fait esclave, je le sais. Bon. Mais avant que ces gens n'arrivent sur le continent africain, il y avait des royaumes. Hein, le royaume de Kuba, le royaume de Luba, le royaume de Bapende, de Bakongo. Même ici au bord du fleuve, il y avait le royaume de la reine Ngakabe. Ngakabe. L'équivalent de la reine de Galfrou de Makoko. Ici, là, chez les Funungana, les Fumula. Il y en avait la reine Ngakabe. Même Stalin l'a rencontrée. Boulamatari, la rencontre cette fille-là, Ngakabe. Voilà, il faut faire les recherches. Donc, partout, il y a des royaumes ici. Partout, partout, partout. Tu as le royaume de Bateke, le royaume de Congo, que les Portugais ont vu à l'époque, Diago Kao, etc. Il y a eu l'empire de Mali, Songhai, au Mali. Hein, et les Ashantis dormaient sur des lits en or. Leurs chaussures étaient en or. C'est décrit par Baudouin, qui était en anglais. Hein? Il y a eu les royaumes des femmes, les Pokou, la reine Pokou a dirigé l'exode Baoulé, hein, la reine Pokou. Bon. Il y a eu les rois Njoya au Cameroun, Nord Cameroun. Ils ont fait des empires, des royaumes. Il y en a eu partout, partout, partout. Pas un seul kilomètre, tu ne rencontrais pas une royaume, une chefferie, les Mouenais, une chefferie, le royaume de Béton, on oublie, le royaume de Mbaya, on oublie. Il y a tellement de royaumes. On n'était pas vide, on était organisé, hein, et on était organisé, on vivait, on faisait ce qu'on avait à faire. On n'était pas des singes dans la forêt. Après, ils sont venus, ils ont détruit ça. Vous n'avez rien, vous êtes esclaves, vous travaillez pour nous, dans les mines, dans les veillas, dans les cacao, vous travaillez pour nous, vous n'êtes rien. Bon, la colonisation arrive, on se décolonise. Bon, on fait son histoire. On dit que même avant les Cuba, même avant les royaumes Loubet, etc., on vient de loin, l'immigration bantou, on vient d'où? On fait l'immigration, etc. On était où encore? L'histoire pousse toujours, et jusqu'à la préhistoire. Ici, on avait la préhistoire, etc. Donc, avant nous, il y avait des gens qui vivaient, qui faisaient la poterie, qui faisaient la pierre taillée. Ça existe, la poterie. Et avant encore, on a trouvé que, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité n'a pas commencé avec nous, c'est des millions d'années que l'homme existe sur Terre, etc. Bon, donc, l'Égypte aussi nous a... Il n'y a pas que l'Égypte, il y a l'Éthiopie, Aksum, il y a la Nubie, Nabata, Meroé. Il y a eu des grands civilisations, avec des pyramides aussi, au Soudan, etc. Il y a eu des civilisations partout. Le tout n'est pas... Mais c'est la conscience historique. Quand tu prends les Européens, hein, ils ont fait quoi? Les Européens ne connaissaient rien du tout, même pas leurs ancêtres. Ils connaissaient rien du tout, les Blancs, là, rien du tout. Ce sont les Arabes qui leur ont montré la civilisation, la philosophie grecque. Ce sont les Arabes qui ont construit les premières universités européennes. Ce n'est pas les Européens, les Blancs qui ont construit, c'était à Séville, à Cordoue, en Espagne musulmane, avec les morts, les Noirs. C'est eux qui ont construit les premières universités. Il n'y en avait pas. On enseignait le canon de médecine d'Avicenne en Hollande jusqu'au XVIIe siècle. Jusqu'au XVIIe siècle, on enseignait ces choses-là. Ils n'avaient rien du tout. Maintenant, quand ils ont découvert que ce que les Arabes leur disent, Platon, Aristote, c'est leurs propres ancêtres, des Grecs. Ce n'est pas des Arabes, c'est des Grecs. Ils ont dit, ben, merci beaucoup, vous les Arabes, foutez-nous le camp. Hein, nous pouvons aller nous-mêmes. Et voilà pourquoi en allant eux-mêmes, ils ont fait leur renaissance. Ça a commencé en Italie, la Quattrocento. Ils ont commencé leur renaissance. Et les autres Européens, éduqués par l'Italie, l'Italie leur a fait la peinture, ils ne savaient rien pas peindre. L'Italie leur a fait la cuisine, a fait l'architecture, a fait tout, etc. Avec les Dante et la poésie, ils n'avaient rien du tout. Après, ils ont pris ça. Et tous les rois c'est les Espagnols, les Italiens qui leur construisaient les châteaux. Il n'y avait rien du tout. Donc, ils ont fait
Et ils ont fait le 16e siècle maintenant, qui est un siècle de révolutionnaires, etc. Et à ce moment même, les luthériens, les Luther et le pape se sont brouillés, et puis ils ont excommunié Luther. Luther a dit s'en fout, il a créé le protestantisme. Prof, on peut dire que dans tout ce que... voilà, l'histoire, c'est la conscience. La conscience. D'où nous venons. On ne dit pas que moi. On a fait les pyramides. Maintenant, on ne fait plus les pyramides. Il faut faire les pyramides modernes. Construire des grandes universités, des grands espaces. Et vivre votre vie, faites grand. C'est ça l'Afrique. L'Afrique, c'est un homme de grandeur. Il faut lancer le continent africain, après le Covid. Là. Il faut lancer le continent africain en faisant des grandes choses, pas des petites choses. Des grandes choses. C'est ça qui lance un pays. Ok, on peut dire qu'à travers l'Égypte, on voit la Renaissance africaine. Oui, mais la Renaissance, c'est le retour à tes valeurs, etc. Les Européens ont fait la Renaissance. Après la Renaissance, ils ont fait le siècle des Lumières. Les Lumières, les Montesquieu, les Voltaire, les Rousseau, les Diderot. Ils ont fait le siècle des Lumières. Et c'est comme ça jusqu'à la modernité. Et c'est Descartes qui leur a appris comment penser. Ils ne pensaient pas avant, ils croyaient. Et ils avaient la scolastique. C'est le discours de la méthode, c'est Descartes. Avant lui, quelqu'un a essayé un peu de faire la dialectique. Pierre de la Ramée en 1155 après l'abbé Marin Mersenne, et qui a fait usage de la raison. Comment utiliser votre raison? Ils ont écrit ces choses-là. Donc c'est une conquête aussi, la réflexion. La réflexion, c'est une conquête. Il faut conquérir la réflexion aujourd'hui. Si vous n'avez pas la réflexion, on va vivre de slogans. Vous êtes un pays du tiers-monde, pays sous-développé, pays de dialogue nord-sud, pays de ceci. Ça, c'est la manque de réflexion. Ça dit que vous consommez des concepts, des slogans fabriqués ailleurs pour vous maîtriser, pour vous coloniser. Si vous dites à un Chinois, vous êtes du tiers-monde. Le Chinois dit, vous parlez de quoi même? Mais vous parlez de quoi? Il s'en fout. Il dit, je sais ce que je fais sur Terre, je dois le faire pour me réaliser dans ce bas monde-là. C'est ça qui l'importe. Ce n'est pas qu'on dit de lui, les Chinois sont sous-développés, les Chinois mangent un bol de riz par jour, les Chinois sont du tiers-monde. Il s'en fiche de ces choses-là. Mais nous, dès qu'on dit, on tremble. Dès qu'on dit développement ceci, on tremble. Faites ceci, on tremble. Tu vas parler aux États-Unis, l'autosuffisance alimentaire, on s'alimente depuis des millions d'années. Ça ne finit jamais. Quand vous parlez d'autosuffisance alimentaire, c'est un non-sens historique. On s'alimente tous les jours, chaque année, chaque jour, pendant des siècles. Il faut suivre de faire son agriculture, de faire son élevage, de vivre. Mais on ne peut pas dire qu'on a atteint l'autosuffisance alimentaire et ça a fini. Donc les États-Unis, mais ils vendent le blé en Russie aujourd'hui. Donc la Russie n'a pas atteint le seuil alimentaire. On vit tous les jours. Il ne faut pas avoir des slogans qui vous paralysent. Il faut réfléchir. Et ce n'est pas interdit. Si vous réfléchissez, vous dégagez votre propre potentiel. Vous dégagez votre énergie et vous faites. Mais si vous subissez le vocabulaire des autres, ce vocabulaire a un impact sur votre cerveau. Et vous ne pouvez rien faire, vous avez peur. Donc l'Européen, sa technique, c'est quoi? C'est créer la peur chez l'Africain, la peur de lui-même, la peur du continent, la peur de ses idées, la peur des autres, la peur, puis finalement, on l'exploite, on lui prend le pétrole gratuitement, on lui prend l'uranium gratuitement, on lui prend le diamant gratuitement. Merci beaucoup, voilà. Professeur. Je pense qu'on va continuer demain avec notre émission. On traitera sur les paradigmes de la Renaissance africaine et les paradigmes du développement peut-être pour que notre peuple comprenne. Et aussi, on parlera aussi de la présidence du président Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on peut attendre, selon vous, un grand panafricaniste? Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin de notre première partie du débat avec le professeur Théophile Obenga. Nous espérons que vous allez continuer avec nous pour suivre pendant le temps qui passe à Kinshasa pour éclairer les peuples africains. Que l'Afrique soit debout et le Congo soit la gâchette de l'Afrique. Une fois de plus, merci et bonsoir.